Alors, merci Samuel. Ceci va nous permettre de faire la transition avec Isabelle, donc, qui s'intéresse à la question de l'universalisme dans le champ des arts, de la culture. J'ai envie de commencer par une anecdote. En fait, il y a une pièce de théâtre qui a été annulée au Québec il n'y a pas très longtemps, donc l'été dernier, qui était une production théâtrale et musicale en même temps qui se questionnait sur l'esclavagisme. Et c'était produit par l'un de nos plus grands dramaturges, à savoir Robert Lepage. Et Betty Bonifaci, qui a des racines niçoises. Et donc, ils ont été chahutés, la pièce a été annulée sous prétexte eh bien, de possession culturelle, de dépossession culturelle. En fait, on les a accusés de détourner la question de l'esclavagisme, eh bien, pour se faire du fric, tout simplement. On leur a reproché le fait que sur l'ensemble des 6 comédiens, 2 seulement étaient donc noirs. Et donc, on souhaitait que l'ensemble des comédiens soit noir. Donc, vous avez réfléchi sur ces questions. Vous êtes une spécialiste en fait de la scène et vous voyez aussi monter de plus en plus une communautarisation, les questions aussi de genre qui sont une menace directe à la liberté de création, à la liberté d'expression. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, merci Jemila. Et c'est tout le paradoxe d'ailleurs de voir qu'aujourd'hui, à l'inverse, prenant à rebrousse-poil des siècles et des siècles d'histoire de l'art, ce sont souvent les artistes qui défendent ces thèses, idéologues aussi, mais artistes, qui défendent ces thèses de l'appropriation culturelle, mais ça peut aussi être bien entendu des thèses intersectionnelles, qui sont les artisans en quelque sorte de leur propre malheur, puisqu'ils mettent à mal ces acquis humanistes, universalistes, entre autres celui de la liberté de créer, à bien des égards bien mal défendu par l'Observatoire de la liberté de création de la LDH sous la houlette de l'avocate Agnès Tricoire, qui a fort tendance à défendre la liberté de création et d'expression au titre, donc en artifiant, si vous voulez, par exemple, le rap d'un Médine ou les tweets d'un Mehdi Mekla. Donc c'est un processus d'artification, une argumentation qui va prétendre que Mehdi Mekla, ses tweets ont une valeur artistique et fictionnelle pour les faire passer sous le coup de la liberté de création. Et quand il s'agit par exemple du grand chorégraphe, immense chorégraphe israélien Iliel Kogan avec sa pièce magnifique We Love Arabs, là évidemment l'Observatoire de la liberté de création ne monte absolument pas au créneau et va se montrer très très timide par exemple sur la polémique. Alors vous avez évoqué Jemila, celle de Slav, qui a ensuite eu un second écho, un second temps dans la polémique de Kanata, qui a également donc touché Robert Lepage et cette fois-ci aussi la troupe d'Ariane Mnouchkine, exactement sous les mêmes présupposés donc de l'appropriation culturelle. Alors comment l'appropriation, une manière d'entrer dans la question de la crise que traverse le monde de l'art, qui est une crise de l'universalisme, mais qui est aussi une crise de la mimésis en fait, parce que lorsque l'on parle de crise de valeurs de la culture occidentale, on parle de rationalisme, on parle d'humanisme, on parle d'universalisme, mais c'est aussi une crise fondamentale de la mimésis et la substitution donc de ce concept par une sorte de droit à représenter, de droit à être représenté, et ce que Judith Butler va appeler le right to appear, le droit à apparaître, qui est devenu la thématique complètement obsessionnelle de la visibilité ethnique.
Alors, c'est-à-dire chacun parle pour soi. Chacun parle pour soi, chacun incarcéré dans sa propre forteresse, et le regard qui vient de l'extérieur, c'est le mauvais œil, c'est le malocchio, c'est le mauvais œil. Et il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qui est assez effrayant. Alors, lorsqu'on parle d'appropriation culturelle, je dis tout le temps, mais ce terme devrait nous sauter aux yeux dans toute son absurdité, parce que c'est un pléonasme. Il ne peut pas y avoir de culture sans appropriation. Lorsque Bizet crée sa musique de scène, l'Arlésienne, il emprunte un air populaire qui vient du sud de la France, et il se fait moquer par tout Paris avant que cette musique de scène connaisse la plus grande renommée. Aujourd'hui, on est, si vous voulez, dans la stigmatisation inverse, c'est-à-dire que ce sont ceux qui ne vont pas effectivement suivre une logique complètement différentialiste et localiste de leur art, en essayant donc, en passant par l'exaltation d'identités singulières, qui vont se voir moqués et qui vont se trouver marginalisés. Alors, il faut quand même dire quelque chose pour être juste sur cette question de l'appropriation culturelle. C'est que tout n'est pas forcément faux et à jeter dans les enjeux soulevés par cette thématique. Et que c'est précisément ces enjeux de l'appropriation culturelle, c'est aussi un héritage de l'universalisme des Lumières et de l'humanisme. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez, dès le XVIIIe siècle, des discussions qui animent les philosophes des Lumières, que l'on pourrait traduire aujourd'hui sous la forme de l'appropriation culturelle, sur faut-il mettre, par exemple, s'approprier des plantes exotiques ou des animaux exotiques pour les mettre dans des serres à l'intérieur de Paris, pour le plaisir du flâneur parisien et de l'habitant des villes. Est-ce qu'un montreur d'ours a le droit de montrer des animaux exotiques? Et la plupart du temps, précisément, ces philosophes des Lumières décrètent non, parce que là, c'est un universalisme mal pensé qui revient à ce qu'on appelle aujourd'hui de la marchandisation culturelle. Hein. Voilà. Donc évidemment, mais ces questions, ces discussions, elles sont intérieures à l'universalisme qui contient sa propre critique et la critique de ses limites. Alors, d'un point de vue peut-être un petit peu aussi factuel, il faut quand même dire que, comme Samuel a rappelé des éléments factuels pour l'université, on peut donner certains éléments factuels concernant les arts et la culture. Hein. Il y a un collège de la diversité qui a été mis en place par Fleur Pellerin et dont les missions aussi ont été particulièrement mises en avant par Françoise Nyssen, qui, à bien des égards, était très poreuse à l'idéologie décoloniale. C'est une diversité non pensée, c'est-à-dire que c'est un concept que l'on a importé sans y réfléchir, sachant que ce terme, à mon sens, dans le contexte du débat français, gangréné dès le départ, puisque la diversité est l'un des mots-clés du bréviaire de l'appel des indigènes de la République en 2005, il faut tout le temps le rappeler, et que les clés, en quelque sorte, de la maison, de ce collège de la diversité, ont été confiées à des représentants extrêmement actifs de l'association Décoloniser les Arts, dont la plupart des membres sont issus du MAFED et de la mouvance des indigènes de la République, et qui s'expriment de la manière suivante: il faut lutter contre le capitalisme racial, le blanc-triarcat, la maladie blanche, hein, ça va quand même très très loin, et avec tout un vocabulaire biologique sur la contamination des esprits. Bon, c'est effrayant. Enfin, moi, personnellement, je trouve ça complètement effrayant. Et à cette mise en place insidieuse qui ne se nomme pas maintenant d'une comptabilité ethnique au nom de la diversité, se double, on va dire, une sorte d'idéologie beaucoup plus
technocratique et à terme aussi transhumaniste, alors là que l'on va beaucoup plus se retrouver dans les rouages administratifs, puisque ce qui a été décidé en 2017 émanant de ce collège de la diversité et par la ministre Françoise Nyssen, c'est la mise en place d'une norme diversité pour les établissements culturels, tous les établissements culturels, comme prototype qui devrait s'étendre à tous les ministères, et que l'agence à qui l'on a confié la comptabilité de cette diversité, c'est l'agence de normalisation française, c'est l'agence NF, donc c'est elle qui s'occupe de calibrage de vos ampoules électriques. Voilà. Donc on voit aussi comment cette question de la visibilité ethnique rejoint une autre idéologie qui est une idéologie beaucoup plus cybernétique et beaucoup plus transhumaniste. Et moi, ce que je dis toujours à propos de l'intersectionnalité, qui se prévaut d'être dans la chair du social contre le méchant universalisme abstrait, enfin on connaît la chanson, c'est qu'il n'y a pas plus computationnel, cybernétique que l'intersectionnalité. C'est une machine à calculer. C'est une monstruosité, c'est une machine à calculer. Donc, il faut aussi retourner à nos adversaires les arguments qui nous opposent lorsqu'ils nous disent que l'universalisme, en fait, c'est l'instrument de la domination abstraite que s'est inventé l'Occident pour conquérir le restant du monde. Voilà un petit peu pour un tour d'horizon. Et pour conclure, peut-être, le produit de tout ça, c'est ce que Kundera appelle la fin des blagues. C'est-à-dire, c'est un univers absolument sinistre, sordide, et qui est conscient, hein, la culture est consciente d'être elle-même sinistre, et donc il va déplorer sa propre sinistrose ou s'y enfoncer. Et surtout compartimenté. Et extrêmement compartimenté, donc il suffit pour ça maintenant d'ouvrir un programme d'établissement culturel. La fin des blagues et la judiciarisation qui s'invite dans le monde de l'art, puisque l'appropriation culturelle, c'est une sorte de droit à l'image devenu fou, étendue à une culture à laquelle on prétend appartenir et dans laquelle finalement il faut commencer dans cette logique-là, il faut commencer par s'enfermer dans quelque chose pour prétendre ensuite se libérer, ce qui est quand même un tout petit peu marcher sur la tête. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je souhaiterais quand même rappeler que vos voix, en fait, sont singulières parce que, pour avoir tenu les propos que vous avez tenus aujourd'hui, pour avoir défendu les idéaux de l'universalisme, ça vous a causé quelques ennuis, et à l'un et à l'autre, et à Guylain aussi, et puis bon, à un ensemble aussi d'autres intervenants. Ai-je bien saisi qu'il y a en France une volonté venant par le haut d'imposer une façon de déconstruire l'universalisme dans le monde de la culture? Oui, il y a effectivement c'est même plus... peut-être même une forme de pulsion, puisque bon, moi je vois beaucoup de choses très irrationnelles là-dedans. Il y a beaucoup d'idolâtrie aussi, donc idolâtrie. Mais ça vient du haut. Alors, c'est difficile à dire. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on était très très mal engagé avec le précédent ministère de la Culture. Hein, et il faut quand même... on parle de laïcité, donc on peut aussi parler de dérive sectaire. L'anthroposophie, dans un rapport de l'Assemblée nationale de 1999, est clairement désignée comme une dérive sectaire. C'est quelque chose que l'on peut discuter, mais de là à nommer une ministre qui est une notable reconnue de cette mouvance à la culture, et après à la charger d'un projet de loi sur les fake news, ça peut poser un certain nombre de questions sur la liberté de création. Bien sûr. Je pense que nous en sommes sortis. Voilà. Et à mon sens, du point de vue du ministère de la Culture, les choses sont beaucoup mieux engagées, mais ce n'est pas à cet endroit-là que ça se joue, ce n'est pas au niveau du ministère de la Culture aujourd'hui que ça se joue. Voilà. D'accord, très bien, merci.